Bonsoir chers téléspectateurs de UDTV. Nous voilà encore une fois sur place, sur plateau, pour parler un petit peu de l'éducation, de la présentation un petit peu de nos cours, d'aider nos élèves à préparer le bac. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Nous ne sommes plus dans ma plume, mais nous sommes dans ce qu'on appelle les chroniques du bac. Chroniques du bac, des séquences où des professeurs vont expliquer les réalités du cours, entrer dans les détails. Pour aujourd'hui, nous allons essayer de parler un petit peu de l'histoire et surtout de la géographie. Deux éminents professeurs. D'abord, M. Diakhaté du lycée franco-arabe de Dara et M. Ndiaye du lycée Dr Daouda Sow de Dara. Ils vont essayer, tour à tour, de revenir un petit peu sur les points saillants qui ont marqué l'année scolaire en histoire et en géographie, de vous aider à mieux comprendre, de vous aider à mieux préparer le bac. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Diakhaté qui va faire sa présentation avant de passer à M. Ndiaye. Merci M. Touré. Et je pense que vous m'avez très bien présenté en disant que je suis professeur au lycée franco-arabe de Dara en histoire et en géographie. Bonsoir, chers élèves ici présents. Bonsoir, chers collègues, M. Diakhaté, le réalisateur, M. Thiam, ainsi que M. Touré, le présentateur de cette émission. C'est une bonne tribune et un moyen efficace pour faire comprendre aux élèves les faits saillants, comme vous voulez dire, de l'histoire et de la géographie particulièrement, une discipline ô combien importante pour pousser les élèves à obtenir le bac ou bien à avoir une bonne moyenne concernant cette matière-là. Merci. Bien, chers professeurs, nous sommes à quelques jours du baccalauréat. Les élèves de la série L2, de la série L' et même de la série S2 redoublent toujours l'histoire-géographie et ont peur. Ce sont des leçons, mais c'est aussi une technique. C'est aussi des connaissances qu'il faut maîtriser. Il y a énormément de choses que les élèves devraient connaître et devront aussi maîtriser pour pouvoir affronter l'épreuve d'histoire-géographie. C'est la raison pour laquelle les chroniques du bac apparaissent, nécessairement pour que vous puissiez communiquer différemment avec vos élèves, leur montrer à travers l'audiovisuel que le cours peut se faire autrement, que certaines choses sont d'une importance capitale pour préparer le bac. En un mot, vous devez armer vos élèves. Alors, nous allons vous laisser le choix de commencer par l'histoire ou par la géographie, de telle leçon à telle leçon. Vous maîtrisez plus que nous le programme. Nous vous laissons amplement le choix de développer et d'expliquer. À vous. Merci, cher professeur. Merci, M. Touré. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, l'histoire et la géographie, ce sont deux disciplines, mais nous optons de commencer par l'histoire, et particulièrement la première partie du programme. Alors, ce sont des contenus, des savoirs, des connaissances à accumuler, mais aussi ce sont des techniques de production de savoir. Donc ici, on montre la praxis, on allie la technique, mais aussi la maîtrise des connaissances. Alors pour cela, nous avons aujourd'hui choisi de développer le premier thème du programme d'histoire et de géographie. Vous savez bien, le programme d'histoire et de géographie est trop long. Alors, au niveau de l'histoire, nous optons de commencer par le monde contemporain de 1945 à 1990. Alors, notre travail s'articulera ainsi. Je m'en vais vous présenter un tout petit peu le thème, en commençant particulièrement par la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi notre prise de position, nos interventions vont être un tout petit peu intercoupées, et tout cela pour vous servir. Alors maintenant, on va commencer par la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Alors, une guerre très importante dans l'histoire de l'humanité en tout cas, on vous le dit tout le temps, les guerres sont des locomotives de l'histoire parce que les guerres sont des sources de changement. Les guerres, ce sont ces guerres-là qui font l'histoire. Alors, les guerres produisent des mouvements sociaux, mouvements politiques, mouvements culturels, mouvements géopolitiques. La Deuxième Guerre mondiale a eu un effet boomerang. Et c'est là où le programme d'histoire particulièrement commence. Et cette guerre porte des conséquences importantes. Et ce sont ces conséquences-là qui vont en réalité rythmer l'avenir du monde jusqu'en 1990. Maintenant, on va en réalité vous parler un peu de ces conséquences. Ces conséquences sont politiques, ces conséquences sont économiques, ces conséquences sont humaines, ces conséquences sont surtout géopolitiques, géostratégiques. Et ce sont ces conséquences maintenant qui débouchent sur l'ensemble des faits et des événements
qui vont en quelque sorte constituer ce qu'on appelle les relations internationales à partir de 1945 et même à partir de 1947. Maintenant, je vais donner la parole à mon cher collègue M. Diakhaté pour qu'il vous étaye un tout petit peu sur ces questions que je viens de souligner tout à l'heure. Merci, M. Ndiaye, comme vous l'avez si bien dit, parce que quand on parle aussi de la Seconde Guerre mondiale en classe de terminale, ce qui nous y intéresse, à vrai dire, ce sont ses conséquences. Et que la Seconde Guerre mondiale a eu 4 conséquences essentielles. Des conséquences territoriales, des conséquences politiques, des conséquences économiques et des conséquences sociales. Quand on parle des conséquences territoriales de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a une nouvelle réorganisation de la carte du monde. Cela veut dire quoi? Certaines puissances, pendant la Seconde Guerre mondiale, vont perdre des territoires au profit de d'autres puissances après la guerre. C'est ça qui permet de parler de conséquences territoriales lors de cette Seconde Guerre mondiale, là, 39-45. Des conséquences économiques, pourquoi? Et ces conséquences économiques aussi sont plus ressenties en Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe a été le théâtre d'affrontement de la Seconde Guerre mondiale. Et à la sortie de cette guerre-là, l'économie européenne a été anéantie. L'Europe est ruinée, mais aussi elle est endettée. Mais aussi la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu tout simplement des conséquences économiques néfastes. Cela veut dire quoi? Que même si les conséquences économiques sont néfastes en Europe, elles sont positives dans d'autres parties du monde, comme aux États-Unis ou bien au Canada. Et à partir de cela, on parle de conséquences économiques qui sont mitigées. Pourquoi mitigées? Néfastes en Europe et positives aux États-Unis ou bien en Amérique. Ensuite, des conséquences sociales. Quand on parle des conséquences sociales de la Seconde Guerre mondiale, ça se rend sur 2 rubriques. D'abord, des conséquences démographiques. Pourquoi? Parce que avec la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs pertes humaines. Et que les pertes humaines de la Seconde Guerre mondiale sont estimées à peu près de 50 millions de personnes. Et qu'en dehors des pertes humaines aussi, il y a eu un déséquilibre de sexe. Cela veut dire quoi? Lors de cette guerre-là, il y a plus de morts d'hommes que de morts femmes. Et à partir de ce moment-là, il y a une hominisation de la société européenne, donc un recul du taux d'accroissement naturel. Mais aussi, quand on parle des conséquences sociales de la Seconde Guerre mondiale, il y a ici aussi ce qu'on appelle le choc moral et psychologique. Pourquoi? Parce que l'entreprise de la mort durant la Seconde Guerre mondiale, avec les méthodes utilisées par les puissances nazistes, avait créé un choc psychologique chez certaines populations, surtout avec l'extermination des Juifs et aussi la découverte des camps de concentration et des camps d'extermination. Mais les conséquences qui paraissent être les plus importantes, ce sont les conséquences politiques de la Seconde Guerre mondiale. Et que la Seconde Guerre mondiale a 3 conséquences politiques importantes. D'abord, la première conséquence politique de la Seconde Guerre mondiale, c'est la perte de l'hégémonie politique, diplomatique des puissances impérialistes européennes. Cela veut dire quoi? Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe perd son prestige économique et politique. Deuxième conséquence politique de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'émergence de 2 superpuissances qui sont les États-Unis et l'URSS, qui vont maintenant, à partir de 1946, vont dominer les relations internationales. Troisième conséquence politique de la Seconde Guerre mondiale, c'est quoi? L'affirmation et l'émergence du tiers-monde. Quand on parle de l'affirmation et de l'émergence du tiers-monde, on fait allusion au processus de la décolonisation, mais aussi à un monde qui passe de 2 pôles à 3 pôles avec la naissance du tiers-monde. Donc, aussi, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, de ses conséquences aussi, on parle d'une nouvelle donne internationale avec la naissance de l'Organisation des Nations Unies. Donc, pratiquement, M. Diaye, je pense que vous allez venir sur l'origine de l'ONU, ses objectifs, mais aussi son bilan. Alors, vous savez, l'ONU est l'une des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que l'ONU, c'est l'ancêtre de la SDN. Quand on parle de l'origine de l'ONU, on ne peut passer sous silence la SDN qui a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale pour garantir la paix et la sécurité dans le monde. Alors,
La SDN n'a pas réussi à mettre fin, en tout cas à garantir cette paix et cette sécurité dans le monde. C'est la cause pour laquelle, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Roosevelt, le président américain, suite aussi à la manifestation ou bien à la volonté de créer une organisation avancée par Wilson, on se souvient des 14 principes de Wilson, mais aussi à partir de 1941 avec la Charte de l'Atlantique, lors de la rencontre de Terre-Neuve. Donc la volonté de créer une nouvelle organisation chargée de remplacer la SDN qui est devenue inutile, donc se posait de plus en plus. Et ainsi, au niveau de la conférence de Téhéran, ensuite au niveau de la conférence de Yalta et Potsdam, cette conférence-là, cette organisation-là a été un tout petit peu une organisation réalisée, surtout à partir du 25 avril 1945, quelques moments même avant la conférence de Yalta. Donc c'est une organisation qui est chargée de garantir la paix et la sécurité dans le monde. Mais est-ce que cette paix et cette sécurité dans le monde va advenir? Alors non. Pourquoi? Parce que tout simplement, deux superpuissances vont s'affronter. Il s'agira des États-Unis, mais aussi de l'URSS. Alors, cet affrontement est idéologique, est politique, est économique, est culturel et se fait par pays interposés. Il ne s'agit pas d'un affrontement direct. Alors, il s'agit tout simplement d'un affrontement, d'une opposition, mais qui se caractérise par des crises que l'on va constater dans le monde jusqu'aux années 1990. Alors, je m'en vais ici pour vous expliquer un tout petit peu les causes de cette nouvelle situation mondiale. Je parle tout simplement de la guerre froide. Alors, quand on parle de la guerre froide, il faut retenir trois éléments, ou bien de ces causes, il faut retenir trois éléments. La première cause, c'est le choc des ambitions. La deuxième cause, c'est l'antagonisme idéologique. Et la troisième cause, c'est le non-respect des ambitions. C'est le non-respect des accords, autant pour moi. Alors, on va commencer maintenant par la première cause, le choc des ambitions. Chaque puissance avait des ambitions. Les États-Unis, à partir de 1944, à l'occasion de la conférence de Bretton Woods, avaient créé un nouveau système monétaire économique international, n'est-ce pas? Et leurs intérêts, c'est de protéger ce nouvel système économique et monétaire international. Et avant même cela, à partir de 1918-1920, les États-Unis, à travers les 14 principes de Wilson, avaient manifesté, en tout cas, même si Wilson avait été désavoué par le Sénat américain, une volonté d'abandonner leur politique interventionniste pour adopter désormais, d'abandonner leur politique isolationniste pour adopter désormais une politique interventionniste. Et désormais, ils savent qu'ils ont pesé sur le cours de la Deuxième Guerre mondiale et ils ont un rôle à jouer désormais pour protéger leurs intérêts au niveau mondial, intérêt qui est porté par une idéologie, c'est le capitalisme, mais aussi c'est le libéralisme. Alors Roosevelt sait que rien ne peut se régler sans pour autant, s'intéresser aux États-Unis, avoir le point de vue américain. De l'autre côté aussi, on a un homme qui pratique le culte de la personnalité. Il s'agit de Staline. Alors Staline est là, il dirige en main de fin de faire autant pour moi l'URSS et veut aussi montrer aux yeux du monde, et comme il l'a fait au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a aussi son mot à dire et il a une idéologie, une position géostratégique aussi à développer au niveau international. Et ça se manifeste par quoi? Par la volonté de créer son fameux glacis protecteur. Ça se manifeste par quoi? Par sa volonté aussi d'avoir une bonne assise sur les politiques, sur les pays, autant pour moi, qui sont désormais dominés par l'armée rouge. Comme il le disait, tout ce qui sera dirigé, occupé par l'armée rouge sera rouge. Alors, chaque pays donc a une ambition, ou bien a des ambitions qui lui sont propres. Mais on voit qu'il y aura le choc des ambitions, parce que l'ambition américaine se heurte à l'ambition de l'Union soviétique. Au-delà de cela, il y a un antagonisme idéologique. Vous voyez, d'une part, pour les États-Unis, il y a l'idéologie du capitalisme, du libéralisme, du libre-échangisme, le respect des droits de l'homme. Alors, on se porte garant pour créer un monde libre. Et cette idéologie s'est manifestée à travers la doctrine de Truman. Peut-être qu'on essaiera de souligner ou bien d'insister là-dessus tout à l'heure. De l'autre côté,
Pour l'URSS aussi, il y a une idéologie à défendre. Cette idéologie découle de la pensée de Marx. Pensée de Marx qui, pour la première fois, est appliquée avec la révolution des bolcheviks en 1917 en Russie. Et à partir de ce moment-là même, on sent la friction entre les pays d'obédience capitaliste et les pays communistes, parce que les Européens, avant même les Américains, avaient commencé à mener une lutte contre les communistes. Et Staline est bien déterminé à étendre ce communisme-là au niveau mondial. Donc, les deux ambitions se heurtent et il y a un choc idéologique. Les deux idéologies aussi sont différentes l'une par rapport à l'autre. Au-delà de cela, il y a le non-respect des accords. Vous savez, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'accords ont été signés dans le but de gérer l'avenir du monde, dans le but d'avoir un nouvel ordre mondial. Et quand on parle de ces accords-là, on ne peut passer sous silence ceux qui ont été signés à Yalta. Alors, ces accords de Yalta ont été violés, surtout par les Occidentaux, mais aussi par Staline. Et c'est la cause pour laquelle, de plus en plus aujourd'hui, les historiens se posent des questions sur l'origine ou bien les responsabilités par rapport à la guerre froide. Maintenant, ces accords ont été violés en Grèce, en Italie aussi, parce que les Américains aident les Italiens pour se battre contre le communisme avec la complicité autant pour moi de l'Église catholique. En Grèce, comme je l'ai dit tantôt, au nord de l'Iran et partout en Europe, au niveau de la Pologne, etc., partout en Europe, les élections qu'on avait décidé d'organiser au lendemain de la guerre, des élections libres. Alors, chaque puissance, particulièrement l'URSS, va essayer de s'immiscer dans les relations internes de chaque État pour peser sur ces élections-là et un tout petit peu avoir une base sur les relations futures, surtout avec les États-Unis. Maintenant, la guerre froide, quand on vous parle de la guerre froide, il faut comprendre qu'il y a aussi des périodes, parce que l'histoire, au-delà de l'histoire thématique, on a aussi une histoire événementielle, c'est-à-dire chronologique. La périodisation de la guerre froide, quand on dit le terme guerre froide, c'est la période entre 1947 et 1953. Mais quand on vous dit les relations internationales, sachez que ces relations internationales-là sont rythmées par plusieurs périodes. Et la première période, c'est la fameuse période de la guerre froide, de 47 à 53. Peut-être il n'y a pas du tout de discussion là-dessus pour contrecarrer donc, les séquences qui ont été choisies. À partir de 53, on parle de la coexistence pacifique. Et la coexistence pacifique va durer jusqu'en 1962. Et d'autres aussi préfèrent utiliser la date 1963. Et à partir de 62-63, on parle maintenant de la détente. Une détente qui n'est rien d'autre qu'un approfondissement de la coexistence pacifique, qui est elle-même un dégel des relations internationales. Et la détente va durer maintenant jusqu'en 1975. Et là aussi, il y a discussion dans la mesure où certains professeurs, ou bien en tout cas chacun avec son approche, préfèrent utiliser l'année 1973 ou bien l'année 1978. Date auquel aussi on peut considérer le début de la guerre fraîche. Toutes ces dates sont valables. L'essentiel, c'est de donner les arguments nécessaires pour convaincre tout simplement. Mais la majeure partie des documents concordent pour choisir l'année 1975 à la date à laquelle on a la guerre fraîche qui va durer jusqu'en 1985. Et après, on va, avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, aller vers la fin de la guerre, le déclin du monde soviétique. Alors, maintenant, cette période-là, ou bien ces séquences chronologiques-là, dans ces séquences, on a des événements qui nous montrent qu'on a un affrontement sur le plan idéologique, sur le plan économique, sur le plan politique, etc., etc. Maintenant, ces événements-là qui font les manifestations de la guerre froide, donc je vais laisser M. Diakhaté le choix de les expliciter un tout petit peu.